Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous êtes l'exemple type d'une petite famille du spectacle devenue grande. Si mes calculs sont bons, dans un jeu de cette famille, vous pouvez désormais ajouter la vôtre. Bonjour Manuel Gélin. Bonjour. C'est vrai qu'il y a Daniel Gélin, Fiona Gélin, Manuel Gélin, Hugo Gélin, Xavier Gélin et maintenant Lana. Donc ça fait 6. Hein, c'est valable pour un jeu des 7 familles. J'ai fait Oui, complètement. Alors, si on vous accueille aujourd'hui, Manuel Gélin, c'est pour parler de votre parcours, bien entendu, pour évoquer cette pièce qui va partir en tournée à partir du 24 septembre, qui est une nouvelle comédie dont on va parler. Mais le principe des clés d'une vie, bien sûr, c'est de vous raconter à travers des dates clés. D'accord ? D'accord. Vous connaissez l'émission, donc on va commencer avec une date, le 25 juillet 1979. D'après mes calculs, c'est votre première télé. C'est un journal d'Antenne 2 présenté par Gérard Mérigot, où vous présentez avec votre père Sa sœur si que tu rentres au théâtre des Nouveautés. Oui, absolument. Oui. En fait, j'avais repris le rôle. Parce que moi, j'avais débuté avec Océane avant, j'étais parti rôder le spectacle en Suisse. Et donc, je me suis retrouvé, j'ai passé le mois de juillet, donc 79 et le mois d'août 79, sur scène avec papa, oui. Voilà. Et effectivement, vous avez repris le rôle en quelques jours parce que le comédien partait et que vous étiez libre. Voilà, absolument. Avec Jean-Luc Moreau qui mettait en scène. Voilà. Alors, vous êtes interviewé par France Roche à l'époque. Exactement. D'ailleurs, il y a un bruit sur le plateau invraisemblable. Il y a quelque chose qui est tombé à un moment. On entend un fracas et vous continuez à parler sans le moindre problème. Et surtout, c'est votre père qui parle. Votre père dont on va entendre la voix, Daniel Gélin. Je voudrais vous parler aussi, c'est les mains sales. Je voudrais vous en parler d'abord parce Alors, que il se trouve que dans cette interview, ce qui est remarquable, c'est que c'est vous qui êtes interviewé et c'est votre père qui parle, Manuel Gélin. Oui, oui. Ça, je connais cette interview. C'était pour les mains sales. Non, la vôtre, celle au journal télévisé. C'est-à-dire que il parle de votre rôle. Vous dites 3 mots. Oui. Ça s'arrête là. Ah bah oui. Non, mais papa était bavard. Il était très bavard. Et ce rôle, c'était celui d'un écologiste. À l'époque, on ne parlait pas d'écologie. Ah, c'était complètement nouveau, oui, ça, effectivement. 79. Voilà. Il y avait déjà des petits signes d'alerte, mais apparemment, ça préoccupait pas beaucoup de monde. Mais oui, c'est une comédie. Je me souviens d'une comédie de Michel Fermaux. C'est celui qui avait écrit Les Porte-Claques. Oui, tout à fait. Avec Claire Maurier, Madeleine Cheminat. Enfin bon. Voilà. Et c'était vos débuts au boulevard. Ah, c'était mes débuts au boulevard, oui. Vraiment. Et c'est difficile le boulevard, en plus. C'est un genre particulier. À l'époque, je me posais pas beaucoup de questions. Hein. Donc, moi, j'étais simplement heureux. J'avais repris le rôle en quelques jours. Jean-Luc Moreau, que j'ai rencontré donc à cette époque, m'avait dit écoute, je te fais confiance, tu vas te débrouiller très bien. Voilà. Donc, et d'ailleurs, votre père Daniel Gélin disait je lui donne pas de conseils, c'est à lui de se débrouiller et c'est Jean-Luc Moreau qui s'occupe de tout. Voilà, c'est ça. Il me donnait quand même des conseils un petit peu, mais à vrai dire, peut-être à l'époque, je les écoutais pas assez. Alors, d'ailleurs, dans la pièce, vous êtes le fils de Daniel Gélin. C'est ça qui est étonnant. Oui, je suis son fils, oui. Et c'était venu comment ? Parce qu'il y avait un rôle de libre, il avait pensé à vous, Daniel Gélin ? Oui, absolument. Il a dit, Manuel peut très bien le faire, donc voilà. Donc j'ai fait une espèce d'audition, comme ça, devant Jean-Luc Moreau, et puis voilà. Alors, il se trouve que dans cette émission, Daniel Gélin dit « J'ai découvert il y a 1 an et demi que mon fils veut faire du théâtre, je ne le savais pas. » Oui, c'est vrai qu'il l'a su un petit peu au dernier moment, effectivement. Il m'avait mis juste en garde, il m'a dit fais attention, c'est un métier difficile, et surtout pour les enfants de comédiens, ça l'est encore plus. Et vous aviez envie de faire ce métier au départ ou non, Manuel Gélin ? Au tout départ, moi je voulais me consacrer à la musique. Oui. Voilà, je voulais me consacrer à la musique et puis finalement de fil en aiguille, je travaillais pas mal à la production de La Guéville avec mon frère, avec Xavier, d'Izazi. Et puis de fil en aiguille, je me suis inscrit au cours Florent, et puis voilà quoi. Et c'est parti comme ça. Mais vous étiez aussi parti à Londres apprendre le montage. Exactement. Pourquoi ? Parce que je brillais pas dans mes études. Oui. Donc je suis parti juste avant le bac. Je fais plusieurs écoles privées. Enfin, ça commençait un petit peu à être un parcours un petit peu difficile. Oui. Et donc, mes parents à l'époque avaient décidé, mais écoute, on va l'envoyer en Angleterre. Au moins, il apprendra l'anglais. Oui. C'est toujours quelque chose dans une valise. C'est quand même, ça peut servir. Et donc, je suis parti là-bas. Et puis, c'est vrai que là-bas, je me suis retrouvé assistant monteur. Donc, j'ai appris le montage. Plus que l'anglais ?
Ouais, plus que l'anglais, effectivement. Parce que j'avais beaucoup d'amis là-bas, évidemment, français. Alors, il se trouve aussi que dans cette émission de télé, ce reportage, on parle de Fiona Gélin, votre sœur, qu'on a reçue voici quelques mois pour le spectacle dans lequel elle rend hommage à Daniel Gélin. Oui. Et Daniel Gélin dit une phrase qui, à mon avis, déclencherait les réseaux sociaux aujourd'hui. Il dit « Elle se lance dans le théâtre, c'est très bien, mais si ça marche pas, elle pourra toujours se marier. » Oui, oui. C'est marié, mais beaucoup plus tard. Voilà. Mais c'est vrai qu'il n'avait pas la langue dans sa poche, Daniel Gélin, dans ces cas-là. Il disait tout. Oui, non, il n'y avait pas de filtre. Voilà. Alors, vos débuts, justement, c'est Robert Hossein qui vous repère, Manuel Gélin. Oui. Comment ça s'est passé? Bon, en fait, j'étais au cours Florent. Je me souviens que j'avais changé mon nom de famille sur l'inscription pour pas qu'on me juge trop d'une façon trop hâtive à cause du nom un peu lourd que je portais. Donc j'avais pris mon deuxième prénom, donc je me faisais amener Emmanuel Pascal. Voilà. Donc il y avait des gens pensaient que j'étais peut-être le fils de Jean-Claude Pascal, mais pas du tout. Et puis un jour j'ai été, je sais plus comment, je pense que c'est par mon agent, j'ai été convoqué pour rencontrer Robert Hossein qui montait les Hauts du Hurlevent. Oui. D'après le livre d'Émilie Brontë, et qui était adapté à l'époque par Guy Dumur, qui travaillait au Nouvel Obs. Et je suis allé le rencontrer parce qu'il jouait une pièce de théâtre au Théâtre Marigny. Donc je me souviens, je l'avais attendu dans sa loge et on s'est rencontrés là. Et travailler avec Robert Hossein, c'est un privilège, mais c'était pas facile parce qu'il est ô combien exigeant. Oui, très exigeant. Oui, et puis c'était surtout c'était pas des petits spectacles qui montaient. Donc c'est les Hauts du Hurlevent, il y avait vraiment. D'ailleurs, il avait monté deux choses. Il avait monté ça au théâtre de Boulogne-Billancourt à l'époque. Et il avait monté au Palais des Congrès Danton et Robespierre. Voilà. Et il y a une anecdote dans Danton et Robespierre. Robert d'Alban jouait dans le spectacle, comédien qu'on connaît, notamment Roland Tonton Flingueur. Et il se trouve qu'un jour, il dîne bien avant le spectacle et il s'endort pendant le spectacle. Et au lieu de dire son texte, il se réveille en commandant une choucroute. On a dû baisser le rideau ce jour-là. Oui, Robert d'Alban fait partie des comédiens. Je crois que c'est un des comédiens qui a tourné le plus. Exactement. Le nombre de films, c'est absolument impressionnant. Alors, j'en reviens à votre famille parce que vous êtes donc le fils de Daniel Gélin, le demi-frère de Xavier Gélin et de Maria Schneider, le frère de Fiona Gélin et l'oncle d'Hugo Gélin, le fils de Xavier. Voilà. C'est une famille. Ah oui, c'est papa disait qu'on était les Barrymore français. Voilà. mais c'est vrai que tout ce monde s'entend bien. C'est ce qui n'est pas fréquent dans les familles recomposées à l'époque. Oui, non, c'est vrai que papa a gardé toujours des très 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 bonnes relations avec toutes ses ex-femmes d'ailleurs. Oui. Donc du coup, on se réunissait très souvent le week-end au Moulin de la Guéville chez Yves Robert, qui était remarié avec Daniel Delorme. Enfin tout ça, ça vivotait quoi. Oui. Et il y avait Jean Carmet aussi qui venait régulièrement. Oui. Il y avait Jean Carmet, il y avait l'équipe d'Un éléphant ça trompe énormément. Il y avait Lanoux, Bedos, Brasseur. C'est une époque privilégiée. Vous avez découvert un monde privilégié, Manuel Gélin. Ah oui. Mais bon, assez tôt, c'est vrai que j'avais l'habitude de voir, entre guillemets, certaines vedettes venir à la maison. Donc c'était devenu presque quelque chose de naturel, quoi. Alors qu'on n'imaginait pas qu'ils deviendraient des mythes aujourd'hui. Bon, déjà à l'époque, Carmet, quand même, j'avais vu dans le... Il y avait le Grand Blond, tout ça. Il y avait Rochefort aussi. Enfin bon, moi, j'ai toujours été admiratif des comédiens, donc de toute façon, je les connaissais. Et Carmet était un bon vivant, un joyeux vivant. Oh oui. Il vous a fait des blagues quelquefois moi, personnellement, non. On a tourné ensemble après dans un film qui s'appelait Coup de jeune, que Xavier avait réalisé. Mais papa et lui étaient vraiment très amis. Ils se connaissaient depuis leur début, vraiment. Ses plus vieux amis, il l'appelait Bilbo d'ailleurs. J'ai jamais su pourquoi. Donc il y avait Carmet, Bilbo, et il y avait Jean-Marc Thibault aussi, qui était un de ses plus vieux copains. Alors, votre adolescence, votre jeunesse, Manuel Gélin, vous l'avez passée à l'île de Ré. Oui. Pourquoi Divorce. Voilà. Tout simplement. Donc je me suis retrouvé après Paris, projeté dans cette île où on allait en vacances déjà. Donc et puis un jour ma mère m'a dit écoute, tu vas aller à l'école ici, tu vas rester ici. Alors c'était un petit peu abrupt, mais voilà quoi. Mais c'était le temps où il n'y avait pas le pont de l'île de Ré. Il n'y avait pas encore le pont. Il y avait déjà le pont évidemment sur l'île d'Oléron, mais pas l'île de Ré. Donc on prenait un bac avec la voiture. C'était compliqué quand mes parents voulaient aller au cinéma ou aller voir une pièce de théâtre par exemple à La Rochelle. Le dernier bac était à 23h, donc systématiquement ils le loupaient. Donc c'était un peu compliqué. Mais ça c'était voilà, les choses ont changé effectivement à partir du moment où le pont a été construit. Ça a été
l'île a été envahie, on va dire. Voilà, mais en même temps, c'est privilégié de vivre ainsi sur une île et de grandir sur une île, même si on n'est pas très bon à l'école, Manuel Gélin. Oui, c'était un privilège, et puis c'est les premiers vrais contacts que j'ai eu avec la nature, et puis la solitude, parce que c'est quelque chose à partir du moment, elle est volontaire évidemment. J'aimais beaucoup me balader sur les plages, dans les marais salants, etc. L'île de Ré, c'était quand même. Et en hiver, c'était calme. Hein. C'était calme, oui. Pour un adolescent de mon âge, c'était très calme. En été, je me souviens, il y avait à l'époque, il y avait quoi, on va dire 10 000 habitants, et ça passait à 100 000 en été. Quoi. Et puis l'école, vous étiez un fils Gélin, donc quelquefois, vous et votre sœur, on vous montrait du doigt. Oui, bien sûr. Pas méchamment, hein, finalement, mais oui, bien sûr. Mais c'est pas très agréable en même temps. Non, c'est pas très agréable, mais bon, ça aussi, c'est quelque chose qui était... on s'était habitué, quoi. Voilà. Et puis, c'était une époque où vous grandissiez, et il y avait un feuilleton à la télévision qui a marqué une époque. Alors, on parle du centenaire de Micheline Prel aujourd'hui. Bah oui, Micheline, oui. Que vous avez connu, bien sûr. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que vous avez regardé les Saintes Chéries à la télévision? Oui, on regardait le soir. Bah, en fait, à l'époque, il y avait encore qu'une seule chaîne. Hein. Oui. Donc, il y avait juste la une. Et donc, ça passait... c'est la grande messe du samedi soir. Oui. Voilà, ça passait le samedi soir. D'ailleurs, papa me racontait une anecdote. Il me racontait que souvent, quand il partait en tournée, pour jouer, ça pouvait être huis clos, fait de la mère de madame ou d'autres spectacles. Les gens, le samedi, arrivaient en retard parce qu'ils ne voulaient absolument pas louper l'épisode du samedi soir des Saintes Chéries, quoi. Voilà, c'était magnifique. Ah, oui. Et c'est vrai que c'est la première fois que Micheline Prel et Daniel Gélin, des stars du cinéma, faisaient de la télévision. Oui. C'était un énorme succès à l'époque, oui. Alors, on va continuer à parler de vous avec une autre date, le 19 octobre 1979. À tout de suite sur Sud Radio avec Manuel Gélin. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Manuel Gélin. Nous parlerons tout à l'heure de cette pièce, Un conseil d'amis, que vous allez jouer en tournée dans toute la France. J'en reviens au 19 octobre 1979. Je crois que ce sont vos débuts au cinéma dans ce film dont voici la bande-annonce. Un manifestant dans Courage Fillon. Ah oui, alors là, faut avoir l'œil. Hein. oui. Courage Fillon, d'Yves Robert. Voilà, un film culte avec Jean Rochefort sur... Voilà, bah ça, en fait, c'était c'est pas la suite, mais c'était juste après Un éléphant s'est trop énormément et Nous irons tous au paradis. Et j'étais venu, en fait, à la base, faire la figuration. Puis Yves m'avait demandé, ça te dirait d'avoir une petite réplique? J'ai dit, mais comment? Donc voilà, puis j'avais un autre étudiant, enfin un autre comédien qui jouait un étudiant avec moi, c'était Gérard Darmon. Voilà, c'est exactement. Et ce sont des petits rôles, mais finalement c'est comme ça qu'on apprend, c'est en étant sur le terrain qu'on apprend. Ah oui, j'avais fait déjà la figuration sur Nous irons tous au paradis. Déjà? Oui, j'avais fait figuration sur la scène de la gare, quand les trois copains vont chercher Guy Bedos au train, et qui lui annoncent la mort de sa mère. Ah, vous faisiez la figuration. C'est la figuration. Bah alors là, par contre, c'est plus qu'un œil qu'il faut avoir. Faut vraiment... Alors, Yves Robert vous a repéré, mais il y a aussi quelqu'un qui vous a repéré tout de suite après, c'est Jacques Fansten. Exactement. Alors, je pense qu'on est à peu près dans la même année. Hein. Oui. C'est une année clé. Et oui, j'ai rencontré Jacques Fansten en allant à Cannes. Parce que Xavier, mon frère, a organisé... il était au marché du film, quoi, toi. Et puis, il a organisé une soirée sur une des plages, je crois que c'était à la Sportive à l'époque. Ouais. Et puis il m'avait dit, écoute, je vais te présenter un jeune réalisateur. Il avait déjà fait Le Petit Marcel, qui a été produit donc par Daniel Delorme et Yves Robert, par les productions d'Agueville. Et donc il cherchait le premier rôle d'un téléfilm. Je dors comme un bébé. Je dors comme un bébé, absolument. Et vous l'avez eu, ce premier rôle? Et j'ai eu ce premier rôle, j'étais entouré d'Henri Garcin, de Macha Merrill et d'Agnès Soral. Voilà. Mais en même temps, ça va très vite tout ça, parce que 2 ans plus tôt, vous débutiez au théâtre avec quelques répliques. Ah oui, non, ça a été assez dense. Hein. Mais c'est dur à vivre quand ça va aussi vite, parce que finalement, vous avez plus appris sur le terrain qu'au théâtre, Manuel Gélin. Oui, et puis plus que dans les cours aussi. Oui. Voilà. Alors, il y a eu ce film, et puis il y a eu un autre film aussi qui a déclenché quelque chose pour vous, c'est celui-ci. Les uns et les autres, là c'est pas Austen, c'est pas Fansten, c'est Lelouch qui vous repère, Manuel Gélin. Oui, alors je sais plus, je crois que c'est par mon agent, j'avais eu un rendez-vous avec Claude, et c'est beaucoup battu pour avoir le rôle. C'est-à-dire, il y avait beaucoup de gens qui étaient sur le coup, de jeunes comédiens de l'époque,
Et puis finalement, en fait, bon, j'avais rencontré plusieurs fois Claude. Il nous avait réunis au film 13. Oui. Et il n'y avait pas de scénario pour les comédiens, comme d'habitude. Oui. Et il nous avait réunis. Donc je me suis retrouvé donc avec Robert Rossen, oui. Robert Hossein, qui devait faire mon père, enfin qui a fait mon père. Nicole Garcia, il y avait Evelyn Bouix, il y avait, je crois qu'il y avait Huster, enfin il y avait pas mal de monde comme ça. Et puis il nous a raconté l'histoire du film. Puis après, plus de nouvelles, plus rien. Et puis 3 mois après les vacances, j'ai son assistante Arlette Gordon qui m'appelle et qui me dit tu connais Claude écoute, je dis non, pas si bien que ça. Écoute, on est au studio d'Avoue. Il me dit mais il est où Emmanuel Gélin donc il faut que tu viennes. Voilà. Donc c'est comme ça que les choses se sont faites. Je lui dis bon, c'est particulier ce métier quand même. Oui, mais il vous avait pas prévenu que vous jouiez Claude. Ben non. Ben, peut-être qu'il n'avait pas franchement décidé, puis finalement, de fil en aiguille, voilà, c'est assez particulier, quoi. Et Les uns et les autres, c'est un film culte d'ailleurs qui vient de ressortir. Oui. Qui est sorti en salle en 90 et la version intégrale de 80. En 80, pardon. Et la version intégrale en 5 épisodes durait 4 heures. Oui, pour la une. Voilà, et ça a été aussi un immense succès. Oui. Ils l'ont jamais repassé, mais oui, il y a d'autres scènes, quoi. Voilà. Et puis alors, la musique, ça vous a pas quitté. La musique, ça vous a toujours plu. D'ailleurs, au départ, votre père pensait que vous seriez musicien. Ah oui, bah, pour papa, ça faisait pas l'ombre d'un doute. Je devais être musicien, compositeur, parce que c'est vrai que j'improvisais beaucoup de choses au clavier entre les cours qui étaient un peu plus rigides. Oui. Et oui, bah, j'ai essayé d'en faire après, évidemment, mais bon, voilà. Vous avez quand même fait des disques comme celui-ci. Oh là 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 là. Vous avez fait trois disques, je crois, Manuel Gélin. Ça, c'est Oui, Je cherche partout. Oui, j'avais fait 3,45. Voilà. Et que vous aviez composé. Ah oui. Et ça n'a pas fonctionné, ça a pas... Non, on peut pas dire que ça a laissé une mémoire indélébile, mais bon, le premier avait passé pas mal en radio, j'avais fait pas mal de promotions. Oui. Étant donné que c'est le coproducteur, c'était Patrick Bruel qui s'était greffé sur le truc. Qui débutait, qui était alors inconnu. Oui, il avait fait déjà Marre de cette nana. Oui. Et puis un jour, je l'ai rencontré, je l'ai retrouvé au restaurant, quartier des Halles qu'on fréquentait beaucoup à l'époque. Il m'a dit, demain, je viens à ton rendez-vous avec l'autre producteur parce que, je t'ai pas dit, je vais produire ton disque. Voilà. J'ai dit, ah bon, parfait, super. Formidable, c'est comme le louche, c'est le hasard de la vie. Oui, vraiment le hasard, quoi. Mais bon, on était copains. Voilà. Alors, ce qui est étonnant aussi avec Manuel Gélin, c'est la diversité de vos rôles. Parce que si on prend cette époque-là, vous jouez aussi bien dans N'oublie pas ton père au vestiaire de Richard Baducci et L'été meurtrier. Oui. Mon père me disait, tu sais, que même sur les mauvais films, ou les moins bons en tout cas, on apprend son métier, quoi qu'il arrive. C'est vrai que N'oublie pas ton père au vestiaire, c'était quoi? C'était une espèce de comédie. C'est à l'époque, il faisait beaucoup de comédies comme ça, souvent coproduit par la Belgique d'ailleurs. Oui. Là, mon père, là, c'était Jean Lefebvre. Oui. Qui apprenait pas son rôle d'ailleurs, qui... Voilà, il était souvent au casino le soir. Oui. Et voilà, bon, c'est des bons souvenirs aussi. Hein. Oui, mais en même temps, il faut savoir improviser face à Jean Lefebvre qui ne connaît pas son rôle. Oui, il faut savoir improviser, puis il faut savoir... et puis il faut manger aussi. L'été meurtrier, c'était autre chose. Ah, l'été meurtrier, c'était autre chose. Comment vous êtes retrouvé dans cette aventure? Je crois que la toute première fois, je crois que c'est par Dominique Besnéard. Qui était l'agent à l'époque. Qui était agent à l'époque, et il était passé aux productions de la Guéville, et puis il avait vu ma photo. Et il avait dit, dis donc, pour le rôle du Boubou, il serait quand même pas mal, c'est exactement ça ce qu'on cherche. Parce que bon, le film, pendant des années, était en montage. Ça devait se faire avec Depardieu, après avec Patrick Devers, avec Lio, enfin... Ça a été, pendant des années, c'était annoncé dans le technicien du film, qui était le journal un petit peu de la profession, pour être au courant un petit peu des projets de tournage, et voilà. Et puis finalement, finalement, je l'ai fait. Mais ça n'a pas été non plus très simple. Pourquoi? Bon, parce que je crois, si j'ai bonne mémoire, je crois que comme quoi la chance et le hasard ponctuent vraiment notre métier. Je crois que Jean avait déjà trouvé un autre comédien qui devait le faire. Jean Becker, oui. Ouais.
il a été appelé sous les drapeaux pour faire son service militaire. Vous voyez, comme Donc, quoi. voilà. Et vous avez tourné avec Isabelle Adjani, qui était extraordinaire dans ce rôle. Ah oui, oui, formidable. Et beaucoup plus gentil, beaucoup plus disponible que certains l'imaginent. Ah oui, moi, j'ai eu aucun problème avec Isabelle. Aucun problème. On était dans le même hôtel, on prenait nos petits déjeuners ensemble. En plus, dans le film alimentaire que j'avais fait avant, qui s'appelait donc N'oublie pas ton père au vestiaire, j'avais tourné avec son frère, Eric Adjani. Oui. Et donc, ça l'amusait beaucoup que j'ai tourné avec Eric et tout ça, donc on en parlait beaucoup. Et puis, elle était mignonne. Elle avait fait tout un régime pour le rôle, parce qu'il y avait quelques scènes dénudées et tout ça. Puis, elle voulait que je l'accompagne au rush. Et on avait des rushs dans une petite mairie d'un petit village du Luberon, projetés sur un drap. Souchon, il venait pas. Souchon, il dit, mais je suis pas comédien, enfin. Donc, il voulait pas voir. Et donc, Isabelle voulait que je m'assoie près d'elle. Elle me dit, oh, mais regarde là. Mais je suis pas très bonne. Je lui dis, Isabelle, je suis désolé de te contredire, mais t'es formidable. Et on sentait, en fait, tous, on sentait qu'on faisait un joli film. Et puis, alors, il y a une chose étonnante, vous avez joué le rôle de votre père dans le premier film de Xavier Gélin. Ah oui. Alors, Gaudéamus, en fait, au départ, c'est une bande dessinée... Espagnole, oui. Non, de René Goscinny, écrite par René Goscinny, dessinée par Coq, qui est paru dans Jour de France pendant des années, en dernière page Jour de France. Et il y a eu un film, et donc, il y a le savant qui devient enfant. Le savant, c'est votre père, et l'enfant, c'est vous. Oui, absolument. C'est extraordinaire, ça. Ah oui, c'était assez marrant. Et puis, en plus, c'est un des premiers films, en tout cas en France, où Xavier a voulu absolument utiliser le principe du morphing. Donc on avait des scènes où papa rajeunissait, et donc il y avait tout un système. Ça coûtait horriblement cher la seconde à l'époque pour pouvoir faire ça. Et peu à peu, il se transformait en moi, c'est-à-dire en lui jeune, et vice-versa. En fait, le docteur Gaudéamus, Manuel Gélin, avait trouvé une potion pour rajeunir. Et enfant, il réussissait à traquer les espions, à faire des tas de choses. Voilà, c'est ça. Et donc, on était plusieurs. Il y avait un enfant qui faisait donc Gaudéamus vraiment très jeune, moi, et puis entre les deux, c'était Martin Lamotte, quoi. Voilà, hop. Et voilà comment on fait l'histoire du cinéma. Et puis il y a une autre histoire dans votre parcours, on en parle avec une autre date, le 1er mars 1993. A tout de suite sur Sud Radio avec Manuel Gélin. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Manuel Gélin. Nous parlerons tout à l'heure d'un conseil d'amis et puis également de votre fille qui se lance dans la chanson. C'est un événement. Mais on revient à une autre date, le 1er mars 1993. Ce sont vos débuts d'animateur de télévision. Écoutez. Ah oui. Giga, une émission pour les jeunes sur Antenne 2 à l'époque, qui pendant 3 ans, c'était une catastrophe, il y avait une voix off. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, le concept même de l'émission, c'était un ami, il nous a quittés maintenant, qui s'appelait Jean-François Bouquet, et c'est lui qui faisait la off. Donc le principe, c'était qu'il n'y avait pas d'animateur. Et puis, du jour au lendemain, ils ont cherché un animateur. D'accord, en fait, l'émission n'a pas marché comme ça n'a pas fonctionné. Et comment vous êtes retrouvé dans cette aventure, Manuel Gélin? C'est encore un hasard, c'est par Anne Cassel. Qui un jour qui m'a appelé. La femme de Jean-Pierre Cassel, oui. La femme de Jean-Pierre qui m'a dit, ça t'amuserait d'être animateur. Donc je tire un peu le diable par la queue, hein, pour parler honnêtement. Donc je dis, mais pourquoi pas? Enfin, animateur, quand même, c'est quand même un métier, voilà quoi. Et donc j'ai rencontré Marie-France Brière et puis qui dirigeait les programmes. Et donc je me suis retrouvé à l'antenne. Donc c'était pour concurrencer aussi Dorothée. Oui, il y avait le club Dorothée qui cartonnait. Ouais, qui cartonnait. Alors là, on regardait les chiffres, on se disait, oh là là, c'était difficile parce que c'était déjà à l'époque une institution quoi pour les jeunes. Complètement. Pour les programmes jeunes. Et c'était une émission quotidienne, ça a changé votre vie, Manuel Gélin. Ah oui, c'était en direct tout le temps, sauf, je crois, le jeudi soir, on enregistrait celle du vendredi. Voilà. Alors j'étais un peu plus décontracté du fait que c'était... Mais c'est un des plus gros tracks que je me suis tapé, c'est les premières émissions avec le décompte. Avec le décompte et puis la pub qui passe. J'avais envie qu'il y ait beaucoup de spots de publicité à ce moment-là pour pouvoir reculer le moment fatidique. Vous êtes comédien, Manuel Gélin, et là vous devenez animateur. C'est pas le même métier du tout. C'est pas du tout le même métier. Pas du tout. Alors là, moi, quelle est la différence? On doit improviser, on doit... y a quand même un aspect commercial quoi, dans le fait d'être animateur. Donc, nous, les comédiens, l'aspect commercial, on le fait après, comme je fais aujourd'hui, justement, pour parler de la pièce, faire la promo. Mais là, l'animateur, j'ai complètement sidéré de me retrouver là. C'était, bon, ça a duré quelques mois, 6-7 mois. 6-7 mois, oui.
Oui. Je me suis retrouvé après en direct à Roland-Garros, ça c'était super, c'est un super souvenir, interviewer Yannick Noah, tout ça, les grands joueurs de tennis, c'était extra, c'est super. Et vous aviez une partenaire, Clémentine Cartier. Oui, alors au début, pour m'aider, oui, ils ont pris une animatrice pour m'épauler un petit peu, oui. Voilà. Et vous répondiez aux questions des ados. Alors, là, c'était innovant parce que vous étiez en direct. La première émission, le premier renseignement, c'est l'amour chez les 11-14 ans, Manuel Gélin. Et vous parlez du préservatif et du sida. Absolument. Oui, on avait un docteur qu'on appelait docteur Giga. Oui. Il s'appelait le docteur Joly, je crois, si je me souviens bien. Et il y avait les questions, c'était complètement délirant. Oui, il y a les questions pour les jeunes à propos du sida. Est-ce qu'on peut tomber enceinte en allant à la piscine? Enfin, on avait des questions, vraiment, c'était très marrant. Oui, il y avait toute une séquence, le docteur Giga, quoi. Et donc, on échangeait avec les jeunes auditeurs, enfin, les jeunes téléspectateurs. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, Sud Radio en est l'exemple type. Les auditeurs interviennent à l'antenne. C'était assez rare qu'à la télévision, dans des émissions pour jeunes, que les téléspectateurs interviennent. Ah oui, dans les émissions de la jeunesse, oui. Oui, c'était complètement nouveau. Oui. Et il fallait en plus qu'ils parlent bien, il fallait les sélectionner, c'était pas simple. Oui. Alors bon, tout ça se passait derrière, mais on voyait les questions et tout. Et puis aborder ces sujets-là dans les années 80, c'était pas évident. Oui, mais moi je faisais juste je passais juste le flambeau, le relais, si j'ose dire, au docteur qui était un homéopathe à l'époque, pour qu'il réponde avec sa fonction correctement aux questions, parce que moi c'était un petit peu voilà. Et il y avait une série qui est devenue culte dans cette émission. Happy Days, que tout le monde connaît, qui a une carrière bizarre parce qu'au départ, dans les années 70, il y a la guerre du Vietnam, les Américains veulent une série sur les jours heureux. Donc, ils font une série sur les années 50. Ils font le pilote. Ça marche pas du tout. Et après, ils rajoutent d'autres choses, c'est-à-dire qu'ils rajoutent les voitures, les bandes, etc. Ça devient Happy Days et c'est un succès mondial qui est passé. Et en France, ça n'a pas marché du tout jusqu'à Giga, où ça a démarré. Oui, il y a beaucoup de séries qui ont cartonné sur Giga, mais celle-là, c'était déjà une série culte. Déjà. Ça vous amusait cette série? Vous la regardiez? Alors, moi, je la regardais avant, beaucoup plus jeune. Je regardais Happy Days quand c'était passé sur d'autres supports, d'autres chaînes, je sais plus, je me souviens pas bien, mais je connaissais surtout le personnage de Fonzie, qui était interprété par un acteur américain, j'ai oublié, Winkler, je crois. Oui, Winkler, oui. Et donc c'était l'espèce de blouson noir, un petit peu avec la gomina et tout ça. C'est le Grease avant la sortie du film, quoi. Et c'était génial de faire ce genre de série parce que ça n'existait pas à l'époque. Ah, du tout. Si, en série, non. Il y a eu American Graffiti, les films de Lucas, des choses comme ça, mais ça, c'était complètement nouveau. Donc, et dans Giga, je crois qu'il y a eu 220 épisodes qui sont passés. Ah, oui. Ça faisait l'audience. Ah oui, et puis il y avait celui qui avait le rôle principal, c'est Ron Howard, qui est devenu un réalisateur très très important aux États-Unis après. Et d'ailleurs, Happy Days, il y avait un point commun avec Giga. Vous étiez dans le décor d'une cafétéria, je crois, pour l'émission. Oui, on avait reconstitué une cafette. Donc il y avait quelques adolescents attablés, un bar. C'était marrant. Mais en même temps, c'est une expérience qui vous a marqué ou c'est totalement... Ah oui, non, c'est un super souvenir. C'est un super souvenir parce que ce qui est assez amusant, c'est quand c'est vu à la télé. C'est-à-dire que après, je pouvais plus passer devant une école sans qu'il y ait une petite émeute. C'était drôle, alors que tout ce que j'avais fait avant, à la limite, ça comptait presque plus, quoi. C'était assez curieux. Je me souviens, j'avais été invité au Molière. Il y avait tous les acteurs que j'admire tellement qui étaient là et tout ça. Et moi, que je suis arrivé, j'avais une copine à l'époque. Je lui ai dit, je t'attends, moi, je rentre pas tout seul. Moi, j'étais un peu timide, quoi. Et c'était un délire, quoi. Je trouve ça presque injuste. C'est à cause de Giga ou grâce à Giga? Ah, grâce à Giga. Ou à cause de Giga. Voilà. Mais déjà, moi, je me souviens d'un jour au Festival de Deauville, où une grande soirée, donc au casino, arrive Robert De Niro, photographié, Roger Moore, photographié, et une émeute, parce que Daniel Gilbert arrive. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est ça. Il y a eu la même chose aussi quelques années après avec Bruel. Voilà. Patrick qui faisait son métier de comédien, donc voilà. Où il y avait, je crois que c'était Hoffman, complètement passé à l'as de Sid Hoffman, parce que Patrick était là, quoi. Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est le nombre de séries, de téléfilms où vous avez joué des petits rôles. Oui. Ça va des 5 dernières minutes, le commissaire Maigret, Julie Lescaut. On ne les compte plus, Manuel Gélin. Oui, il y en a beaucoup. J'en ai fait beaucoup. Oui. Ça m'a permis de rencontrer Jean Richard, que j'avais connu avec mon frère avant, parce qu'il avait tourné un film avec Daniel Darieux qui s'appelait La Maison de campagne.
une comédie qui était plutôt réussie à l'époque. Je me demande si c'était pas De Broca d'ailleurs qui réalisait ça. Et oui. Mais c'est difficile à chaque fois de passer d'une série à l'autre, parce que là aussi, vous avez été un des premiers à le faire. Aujourd'hui, c'est courant de faire des guests dans une série. Là, vous avez été un pionnier aussi, Manuel Gélin. J'étais un peu un pionnier, mais j'avais pas le choix. J'avais pas le choix, fallait que je travaille, donc j'acceptais même les petits rôles à partir du moment où il y avait quelque chose à défendre, quoi. Et il y a eu un grand rôle, mais pas en France, mais au Québec, c'est Formule 1. Ah oui, alors l'histoire de Formule 1, ça, c'est particulier aussi. Ça, c'était une très très grosse série. C'était plus ou moins librement inspiré de la série de la bande dessinée Michel Vaillant. Mais ils n'avaient pas l'autorisation pour utiliser le nom de Vaillant, donc on s'appelait Sinclair. Voilà. Et donc au départ c'était Jacques Artaud qui devait réaliser la série, et puis finalement il est parti sur un autre truc. Et donc c'est le frère de Roger Planchon, Paul Planchon, qui l'a réalisé. Et puis c'était un truc international. Donc on a tourné avec des réalisateurs au Québec, on a tourné 3 mois au Québec, au Portugal, en Espagne, au Mexique, en Hongrie. Enfin on a fait tous les circuits, quoi. Et cette série, on l'a vue en France, je crois dans La Une est à vous. Oui, alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je crois qu'il y avait des problèmes d'autorisation parce qu'il y avait de la pub partout. C'est-à-dire, vous placez une caméra lors d'un Grand Prix, il y a les marques partout qui apparaissent. Et donc, ils n'avaient pas passé les contrats avec toutes les marques. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, il est passé en France. Alors, il est sorti au Québec, c'était un gros carton. Peut-être dans d'autres pays aussi, mais en France... Ça a traîné, mais des années avant que ça sorte. Moi, je disais, ça va finir par être un film à costume, quoi. Et d'ailleurs, entre-temps, le turbo a disparu des Grands Prix. Oui. Il n'y avait plus que les moteurs atmosphériques. Et donc, c'est passé, oui, dans La Une est à vous, présenté par Bernard Montiel. Bernard Gollet, je crois, à l'époque. Je crois que c'est Montiel. Ah bon, je crois que c'était... Je sais pas, possible, oui. Ah, Bernard Gollet, oui, c'est possible. Et donc, en fait, les téléspectateurs appelaient pour voir une série, tout ça, mais celle-là, ça ouvrait l'émission, elle était imposée, quoi. Et en même temps, vous connaissiez le monde de l'automobile, Manuel Gélin? Non, mais alors, du tout. Et vous savez que Michel Vaillant, le frère d'Alain Prost, qui lisait cette bande dessinée, Alain Prost a découvert Michel Vaillant comme ça, et ça a été le point de départ de sa carrière. Ah oui, mais il me l'avait raconté, parce il a tourné avec nous, il a fait un petit peu le comédien, enfin, c'est son propre rôle. C'est souvenir extraordinaire, quand même. Hein. Ah, il a été l'invité de ma 1000e émission, personnage extraordinaire. Ah oui. Alors, il y a aussi une autre chose qui est arrivée dans notre vie, et la séquence est hilarante. Écoutez ce générique. Surprise, surprise. Vous avez été la victime, je crois, et votre propre père était complice. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, alors là, ça a été quelque chose, ça. Oui, en fait, j'ai été piégé, hein, comme tous. En fait, mais ça a été travaillé vraiment en amont. Un jour, mon père m'appelle en me disant, écoute, on a été cambriolés à la maison de campagne. Ils ont piqué plein de trucs, même mes propres tableaux que j'avais dessinés. Je dis, ah bon. Donc voilà. Et puis des mois après, moi je vois pas le truc venir. Et j'ai un ami de la famille qui m'invite, qui me dit, il y a une vente aux enchères. Je me souviens, c'est la mairie du 5e. Oui. Est-ce que tu veux venir? À l'époque, je faisais Giga, justement. Oui. Je dis, oui, pourquoi pas. Je venais prendre un appartement. Je dis, pourquoi pas. Je vais pouvoir meubler peut-être mon appartement. Enfin, je sais pas. Et là, la vente aux enchères commence. Et puis je vois arriver alors un tableau en acrylique que papa avait dessiné, pas terrible, quoi. Vous disiez acrylique japonaise de telle année, mise à prix, un chiffre énorme. Et le copain d'à côté, complice évidemment, il me dit, mais écoute, achète-le. Je dis, ça va pas, moi je veux meubler mon nouvel appartement, mais je vais pas mettre ces trucs. C'est les trucs de papa. Il a fait ça en 2 secondes, franchement, voilà. Et il me dit, non, mais t'inquiète pas, après on s'arrange avec le commissaire Brézeur, il faut que tu... Donc j'ai plein d'objets en défilé, un pot en litin qui servait à mettre la cendre de la cheminée, où le fond était enlevé, c'est moi qui l'avais en plus explosé en mettant des tisons ardents dedans, donc ça avait explosé. Vous le connaissiez bien? Quoi? Vous le connaissiez bien, ce fond, puisque vous l'aviez explosé? Ah bah oui. Donc c'est vrai que la séquence est marrante. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce truc, le seau à cendre? Je peux te dire, c'est moi qui l'ai explosé, le truc. Je dis, mais c'est pas normal, toi. Donc je rachète tous les trucs, 3-4 objets comme ça. Et puis je commençais à faire le calcul de la somme. Je n'avais pas la somme, quoi. Et tout d'un coup, je vois papa et sa femme, et Lydie, qui déboulent dans la salle de la vente aux enchères. Et papa vient me voir et me dit, tu sais qu'on a arrêté les types qui ont fait le cambriolage à la campagne, on a tout récupéré. Et là,
un très grand moment de solitude, quoi. Je voulais le racheter. Je dis, mais je viens de tout racheter, tes merdes. Qu'est-ce que je dis, là, t'es dans la merde, etc. Donc c'était voilà, mais je me suis bien fait avoir correctement. Voilà. C'est bien cette émission, c'est marrant. Et à la fin, on voyait un tableau avec Marcel Béliveau. Et vous Évidemment. Et vous aviez compris ce qui se Et passait. voilà, à la fin, tout le monde connaissait l'émission, évidemment. Et Marcel Béliveau, d'ailleurs, a bêtement perdu, lui, tout ce qu'il avait produit. Et il a fini sa vie triste tout seul dans une roulotte. Oh mon Dieu, C'est-à-dire quelle qu'alors, tristesse. c'était un génie, voilà. Ah oui, c'est formidable. Le grand frère de la caméra cachée des frères Roland, quoi. Exactement, les frères Roland qui avaient été les premiers avec Bellemare à faire la caméra invisible. Exactement. Alors, il y a une autre date importante dans votre vie, c'est le 24 septembre 2022. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Manuel Gélin. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Emmanuel Gélin. Donc 24 septembre 2022, retour au théâtre avec un conseil d'amis, une pièce de Didier Caron que vous allez jouer en tournée. Et c'est une pièce qu'on va voir dans toute la France pendant quelques mois avant qu'elle soit à Paris. Oui. Et c'est une comédie dans la grande tradition. Oui, de la grande tradition, avec une écriture quand même, une griffe particulière, c'est celle de Didier Caron. Oui. C'est une écriture, ça appuie un petit peu où ça fait mal. C'est pas que du boulevard. Alors, l'idée de départ, c'est de ne donner jamais un conseil à votre meilleur ami. Oui. Vous pourriez le regretter. Expliquez-moi, Manuel Gélin. Alors, je vais vous expliquer, mais je vais pas spoiler. Non. Faut utiliser un mot. Donner envie, simplement. Oui, donner envie. En fait, moi, j'ai mon meilleur ami qui est joué par Christian Vadim, que je veux consulter à tout prix parce qu'en fait, j'ai pris une décision importante. Je veux quitter ma femme. Elle me dit, tout ça, c'est très joli, très bien, mais tu as quelqu'un ? Pas du tout. Je lui dis, comment ça, tu vas quitter Julie pour personne ? Ça, c'est pas possible. Ça, c'est beaucoup trop violent. Donc, tu te débrouilles, mais moi, mon conseil, c'est que tu t'inventes une relation pour que la pilule passe plus facilement. Voilà. Et quand je me retrouve en face de ma femme, elle me pose des tas de questions, j'essaye de fuir. Moi, je suis alors vraiment l'exemple type du mâle lâche, menteur, qui essaie de s'en sortir. Elle m'accule tellement en posant des questions que tout d'un coup, il y a un nom qui sort. C'est qui ? Le nom sort. Et là, le nom qui sort, ça va provoquer des situations absolument démentielles, dans la pièce. Donc, c'est une pièce de boulevard dans la grande tradition. Oui. Mais curieusement, c'est un sujet qui semble simple, mais Didier Caron a fait des recherches, je crois, Manuel Gélin, le sujet n'a jamais été traité de cette façon. De cette façon, je crois pas. C'est curieux quand même, alors qu'on dit que tout a été traité. Oui, dans la mesure du possible, on essaye de trouver des choses originales, mais voilà. Alors, il y a Juliette Ménac, Christian Vadim et Marie Fugain, que vous connaissez bien, parce que je crois que vous avez même réalisé un court-métrage, le premier court-métrage. Oui, Caractère gras, oui, je l'avais engagé dans ce court-métrage. Oui. Marie, on se connaît, je la connais depuis très longtemps. Oui. Parce que Michel Fugain était ami avec Xavier. Oui. Et il connaissait papa aussi, voilà, quoi. On se connaît depuis longtemps. Christian Vadim, pareil. C'est la famille. C'est la famille. Catherine et papa nous accompagnaient à la gare. On partait régulièrement en hiver. On partait dans un home d'enfants en Suisse. Oui. Tous les deux. Et c'était la fête en permanence. On était des mômes. On était vraiment des mômes, mais voilà. Donc ça reste en famille, en fait. Et Juliette Méniac, c'est mon épouse. Donc, voilà. Donc on a fait simple. Voilà. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a des petites familles de théâtre comme ça qui existent aujourd'hui, qu'on ne connaît pas forcément, et qui travaillent entre eux pendant des années. Oui, alors, avec Marie, j'ai travaillé. Christian, c'est jamais présenté. Et quand je me suis battu pour monter la pièce, j'ai pensé à lui. Je me dis, voilà, l'occasion de travailler ensemble, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, une vraie gentillesse, vraiment intelligent, vraiment quelqu'un de super. Et donc, voilà, on est en pleine répétition et c'est un régal. Voilà, mais en même temps, vous renouez avec la tradition, c'est-à-dire que Manuel Gélin, la pièce est en tournée pour être rodée avant Paris, ce qui ne se fait pratiquement plus aujourd'hui. C'est vrai que c'est l'inverse qu'on fait maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, quand ça a été joué à Paris, ça, au niveau commercial, au niveau de la vente du spectacle, ça a un impact beaucoup plus important. Là, on fait l'inverse. Voilà, mais en même temps, c'est une façon de bien travailler. Des histoires de liberté de comédien, donc on commence par la tournée, et voilà, donc ça sera la pièce qu'on a jouée en province qui vient à Paris. Et puis, une question de rythme. Quand vous avez débuté au théâtre avec votre père, le rythme du boulevard n'était pas celui d'aujourd'hui, Manuel Gélin. Ouais, ça a un petit peu changé. Et puis Didier Caron, il met en scène son texte
Donc il y a un concept qui est assez particulier dans la pièce et les gens le découvriront. Et on essaie justement de pas tomber dans les trucs que les gens connaissent déjà par cœur. On essaie d'éviter toutes les ficelles aussi du boulevard, quoi. Voilà. Au théâtre ce soir, vous n'avez jamais joué pour eux. Oh ben non, je crois que j'étais trop jeune parce que quand ça s'est arrêté. En 84, vous débutiez à peine. Ouais. Donc ouais. Mais c'est vrai que le théâtre ce soir c'était super. Moi je le regardais, c'est un régal. Hein. Quand tu voyais Monsieur Jean Le Poulain, des acteurs comme ça ou même Hirsch. C'était super. Ce serait bien de refaire ça, en fait, à la télévision. C'est pas mal. Et le théâtre, finalement, vous en avez fait épisodiquement. Je crois que Jean-Luc Moreau vous a appelé plusieurs fois. Je crois qu'il y a eu d'abord les 2 pièces d'Éric Assous. Ah oui, ça, c'est des beaux souvenirs. En fait, c'est Jean-Luc qui m'a rappelé au théâtre, en fait. Hein, avec Les Belles Sœurs et plus tard, Les Hommes préfèrent mentir. Oui, j'avais pas fait de théâtre depuis mes débuts, en fait. Et pourquoi ? Plus attiré peut-être par la facilité, oui. Par les tournages, télévision au cinéma. J'ai joué des pièces, mais des choses beaucoup plus intimes. À Paris, dans des petits théâtres aussi, j'étais revenu. Mais le gros retour au théâtre, c'est par le truchement d'Assous et de Jean-Luc Moreau. Et puis vous avez joué avec une bête de théâtre qui s'est hélas retirée aujourd'hui, qui est Jacques Balutin. Aussi, oui. Oui. C'est beau souvenir, ça. Ça s'appelait C'est pas le moment, je crois. C'est pas le moment, oui. Je suis parti en tournée, oui. Je suis parti en tournée avec Jacques. C'est un vrai régal, un homme délicieux, avec plein d'anecdotes. C'était très, très, très bon souvenir, ça. Alors, Jacques Balutin, il a une caractéristique. On l'a vu dans un nombre considérable de films et de pièces. Il est au générique des Barbouzes, dans le rôle du douanier à ses débuts. Mais la scène est coupée, mais il est quand même resté au générique. C'est une particularité dans le cinéma. Et puis, il y a aussi Guitry. Vous avez joué Guitry il y a quelques années avec Olivier Lejeune. Oui. Je crois que c'est une folie. Merveilleux souvenir. Merveilleux souvenir avec Lola Devers. Oui. Et Olivier Lejeune, avec qui j'ai souvent travaillé au théâtre, en tournée. Et j'étais ravi d'abord de me frotter à Guitry, parce que c'est quand même vraiment c'est du champagne, quoi. C'est vraiment très agréable. C'est un très très beau souvenir. On a monté ça au théâtre Rive Gauche chez Éric Emmanuel Schmitt. Et Guitry, j'aimerais bien en refaire du Guitry. Oui, en plus, c'était une pièce sur le divorce qu'il a écrit en 1934, je crois, Guitry. Il y a eu 2 versions. Ouais, et c'était un sujet tabou à l'époque. Ah, complètement. Ouais, complètement. Et je crois que votre père, Daniel Gélin, a tourné dans 2 films de Guitry. 3. 3, mais il y a eu 6 Versailles m'était compté. Il y a eu 6 Paris m'était compté. Oui, et il y a eu Napoléon. Qui est le dernier film. Voilà, et qui, la première était à l'Opéra Garnier, avec un décor napoléonien, et René Coty, le président de la République, est arrivé, salué par les soldats de Napoléon, ce qui était quand même surréaliste. Oui, absolument. Et alors, le théâtre pour vous, c'est autre chose, c'est une autre vie que le cinéma et que la télévision. Oui, mais en fait... j'en parle souvent avec papa parce qu'il est toujours présent avec moi et il m'accompagne tout le temps. Il m'avait dit tu devrais faire plus de théâtre parce que avec le théâtre tu travailleras tout le temps. Oui. Et il avait raison. Et c'est vrai que depuis quelques années je privilégie le théâtre. Et vous avez consacré un documentaire à votre père, oui. Daniel Gélin. Pourquoi ce documentaire? Parce que c'est un documentaire qui est le seul vrai témoignage sur la vie de Daniel Gélin. Voilà, là c'est la première raison, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose. Étant donné la vie qu'il a eue, les rencontres qu'il a faites, je pense que c'était un devoir de le faire. Et il en était très heureux que je le fasse. Et c'est un bon souvenir parce que les témoins qui sont venus, c'était Suzanne Flon, Bernard Murat, Châtillaise, Jean-Marc Thibault, Daniel Delorme, et j'en oublie Claude Brasseur, voilà. Et oui, ça s'appelle Daniel Gélin, mon père. Oui. Et c'est aussi une nouveauté, puisqu'à l'époque, Manuel Gélin, on ne faisait pas beaucoup de documentaires sur des artistes vivants. Pas beaucoup. On attendait qu'ils soient morts, en général. C'est ça. Et papa m'a dit, attends, c'est pas tout ça. Mais je dis, on va le faire maintenant, on va en profiter, c'est quand même mieux maintenant. Et c'est vrai que maintenant, ça revient un petit peu au goût du jour, les portraits de... Moi, je suis très friand de ça, les portraits de comédiens. Je trouve ça formidable. Et d'ailleurs, moi, je me souviens d'une anecdote qui m'a toujours frappé. C'est qu'un jour, chez LIP, Daniel Gélin arrive, il doit faire un chèque, il ne sait pas faire un chèque. Oui, papa avait un rapport à l'argent assez particulier. Il ne savait pas faire un chèque. J'étais ce jour-là... Oui, et puis... moi, mon père, des fois, quand je lui demandais un peu d'argent... il faisait pas attention, ça arrivait pas souvent, mais il pouvait me donner ce qu'on appelait un Pascal, à l'époque, un billet de 500 francs. Pour lui,
Voilà, et il a eu très longtemps une carte bleue. Et quand on lui donnait une carte bleue, il invitait tout le monde. Vraiment pas. Sans s'en rendre compte. Oui. Et vous avez aussi réalisé des documentaires aussi. Oui, j'ai eu une période où j'ai travaillé beaucoup moins en tant que comédien. Donc je me suis bougé et j'ai fait du documentaire, oui. Là aussi, c'est un autre métier. C'est un autre métier, mais c'est la réalisation. La réalisation m'a toujours intéressé. Peut-être qu'il n'est pas trop tard. Là, j'essaie de monter un film, Mais puis le documentaire, c'est intéressant parce que ça vous oblige à être curieux de plein de choses. Et donc j'aimais bien cette période aussi. Mais je crois qu'il y a eu des documentaires très sérieux pour Odyssée, pour oui, avec pour la chaîne Odyssée. Oui. J'ai fait des documentaires sur un peu tout, mais ça restait quand même souvent lié quand même au cinéma. Oui. J'avais fait un documentaire qui s'appelait Pacific Shot qu'on avait tourné à Tahiti sur le tournage du Prince du Pacifique, qui était la première et la dernière d'ailleurs, la seule comédie que Alain Corneau avait réalisée. Et j'étais parti. Mais c'était pas un making-of, c'est-à-dire qu'en fait, comme Alain Corneau était quelqu'un d'intelligent et de cultivé, il m'a servi de fil rouge sur toutes les histoires de divinités polynésiennes, etc. Donc c'était vraiment très agréable. C'était une série d'émissions qui n'a pas continué, mais c'était les grands chantiers. Mais vous avez fait un nombre considérable de choses, acteur, réalisateur, monteur, chanteur. Oui, papa me disait que parce que c'était un défaut aussi qu'il avait plus jeune. Oui, j'avais tendance à m'éparpiller. Voilà. En tout cas, il y a quelqu'un qui ne s'éparpille pas, car la relève est assurée avec votre fille, qui vient d'enregistrer un album. Oui. Et dans cet album, il y a Dans tes bras, par Elle et Lui. Prends-moi dans tes bras, mon cœur se languit de toi, sans mon souffle caresser ton corps glacé. Prends-moi dans tes bras, mon cœur se languit de toi, sans mon souffle caresser. Alors c'est Lana, votre fille, et c'est l'album s'appelle Elle et Lui. Racontez-moi, Manuel Gélin. Alors, Elle et Lui, c'est en fait elle a fait pendant un an une école de cinéma, à l'ESRA, et elle a fait des rencontres importantes là-bas, et notamment un producteur qui donnait des cours de mixing de son, et puis cherchait quelqu'un pour chanter. Parce que Lana a toujours chanté. En fait, quand elle était beaucoup plus jeune, elle a chanté mais dans des églises. Elle a fait plein de concerts en art lyrique. Elle était soprano colorato. Elle chantait La Reine de la Nuit, les doigts dans le nez. C'était assez hallucinant. Et donc voilà, c'est cette rencontre avec ce producteur. Et il y a eu un premier disque, un deuxième disque, un troisième qui a pas mal marché juste avant le Covid, qui avait plutôt bien marché. Et puis voilà, l'album sort maintenant. Donc Elle et Lui, oui. Alors c'est le concept de cet album. Peut-être que les choses changeront après. Le concept, c'est qu'elle est toute seule, en fait. Elle fait Elle et Lui. Ouais, Elle et Lui, elle est toute seule. Enfin, en représentation, je veux dire, elle est toute seule, quoi. Il y a toute une équipe derrière, évidemment. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la French touch. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est... Oui, moi non plus, pas très bien, mais... mais vous avez décidé de produire le disque et de la soutenir Oui, pas produire, mais moi j'ai beaucoup composé. J'ai fait de la musique de film, de court-métrage, de documentaire, évidemment. Oui. Et de scène aussi, pour Georges Herbert, qui était mon parrain. J'ai fait pas mal de musique. Mais bon, ce que je vais lui pondre, trouver ça pas assez dans l'air du temps, peut-être. Voilà. Voilà, bien que... l'âge faisant, elle commence à écouter aussi autre chose que les musiques pour les jeunes de son âge. Maintenant, elle a 24 ans, donc voilà, elle découvre Gianni, elle découvre Aznavour, elle découvre le must de notre patrimoine de la chanson française. Donc voilà, donc pour les prochains disques, on va s'orienter sur des choses certainement plus jazzy. Et voilà. C'est la relève de la génération Gélin suivante Oui, la relève est déjà bien assurée aussi du côté d'Hugo. Hugo, oui. De mon neveu, qui est... j'ai la chance parce qu'il a beaucoup de talent, qui est vraiment un des meilleurs réalisateurs qu'on a en France. Il fait partie sur les 5-10 meilleurs qu'on a en France. Donc voilà, puis Lana, maintenant c'est à son tour, elle essaye un petit peu dans la musique, elle a toujours aimé ça, donc voilà quoi. Donc je surveille ça comme le lait sur le feu. Et puis voilà, j'ai la casquette de manager pour l'instant, on verra bien. On verra bien. On verra bien.
Mais Hugo, moi, je l'ai vu quelques jours après sa naissance. Son père, Xavier Gélin, me l'a présenté et il m'a dit cette phrase magnifique, c'est le plus beau film de l'année. C'est une très belle phrase. Ça, c'est formidable. En tout cas, écoutez, vous avez fait plein de choses, vous allez encore en faire beaucoup d'autres. La prochaine, donc, c'est cette pièce, Un conseil d'amis dans toute la France, que je recommande à celles et ceux qui verront l'affiche dans leur ville, Oui. avant un retour à Paris, j'espère. Voilà, on espère. Oui. Merci Manuel Gélin et continuez à faire autant de choses et à aimer votre spectacle et votre famille. Merci Jacques. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.